Et sur la performance mentale, nous avons un spécialiste. Optimiser cette performance mentale, c'est envisageable. Puis je vous demandais d'accueillir Makis Chamalidis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie. Le micro et votre zapette là. Vous grandissez en Allemagne, dans une famille grecque, et à un moment donné, vous êtes jeune, vous avez 16 ans, 17 ans, vous jouez au volley. Et jouant au volley, vous tombez sur un livre de psychologie, psychologie du sport. Et là, il y a un déclic chez Makis. Il se dit, c'est exactement ça que je vais faire. Quelques décennies plus tard, vous voici, vous avez travaillé avec 1 millier d'athlètes de haut niveau, vous avez travaillé avec 1 millier de managers et de leaders de haut niveau, et également avec des coachs et des entraîneurs de haut niveau. Vous faites aujourd'hui exactement ce que vous aviez rêvé de faire. J'ajoute une chose, vous définissez la performance mentale, non pas comme étant mathématique, mystérieuse, mais comme étant une création personnelle. C'est ma première question. Qu'est-ce qu'une performance mentale? Bonjour à tous et à toutes. On vient d'assister à une performance mentale parce qu'une performance est quelque chose d'unique. Il n'y a jamais deux fois le même geste, deux fois jamais le même résultat corporel. Il y a des résultats sportifs, il y a des évaluations, mais une performance, c'est une création. Et j'ai envie de dire, on aurait pu parler de préparation mentale, pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que performer dans le sens anglo-saxon, c'est performer sur scène, performer quand on est attendu, répondre au présent. Et à chaque fois, qu'on soit sportif, artiste, entrepreneur, il y a des entretiens d'embauche, il y a des négociations, il y a des moments où il faut répondre au présent et il y a un enjeu. Ma première réponse, c'est penser au jeu et pas à l'enjeu. C'est facile à dire, hein. Mais le jeu, c'est pas seulement jouer, c'est aussi jeu, moi. L'identité, pour moi, elle vient toujours avant le statut. Et on en parlera tout à l'heure quand on va évoquer aussi le grand événement qui nous attend, c'est les Jeux Olympiques évidemment. Mais pour moi, la performance mentale, si je dois la définir, c'est exprimer mon talent sous pression et tenir dans la durée. On y va ? On y va. Bon, tant mieux. Ce que je vous propose dans un petit format de 20-30 minutes, c'est d'échanger autour de ces notions-là. Mais pour ça, j'ai envie de me présenter rapidement. On va dire que j'appuie là-dessus. Voilà. Certains reconnaissent cet endroit. Je m'imagine, d'autres pas. Si vous devez vous lancer, vous direz c'est Roland Garros. Alors, c'est une image symbolique parce que j'en ai fait 25 éditions en tant qu'accompagnateur avec la Fédération française de tennis et c'est pour vous dire que mon travail se fait dans l'ombre. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on était 10, 15, 20 intervenants en France. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des milliers. Mon travail se fait tout au long de l'année et pas que le jour J quand il y a l'enjeu. J'ai envie même d'aller un peu plus loin. Il y a des moments... Travailler en équipe, ça n'a pas de prix. Derrière un athlète, derrière un joueur de tennis, il y a un entraîneur, un préparateur physique, tous les gens que vous vous imaginez. Moi, je suis team player, voilà, je viens du volleyball. Mais je pense aussi à ce moment où voilà, le terrain se transforme. Et j'ai un petit souvenir, parce qu'on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Un jour, c'était un jour comme ça, le central était plein. Il y avait un joueur français que je ne vais pas citer. D'ailleurs, si jamais je cite à partir de maintenant quelqu'un, c'est soit une anecdote qui est connue dans le milieu, mais je ne dirai jamais, voilà, un tel m'a dit ça, parce que le secret professionnel n'a pas de prix. C'était un match qui montre à quel point, souvent on dit ça s'est joué à rien, mais ce rien, ça c'est mon job, de l'identifier, de le nommer. C'était un joueur français qui, pendant tout ce match, qui a duré 4 heures, je pense,
il n'a pas perdu une miette de ce qui se passait dans les gradins entre son entraîneur et son père. Et parfois, vous savez, on développe un sixième sens sur ce qui peut se passer autour de nous. Et qu'on soit golfeur, joueur de tennis et même dans les autres sports, il y a un moment où on capte ce qui se passe ailleurs. Ça peut être une bonne comme ça peut être une mauvaise chose, mais si vous êtes préoccupé par qu'est-ce qui se passe entre mon père et mon entraîneur, c'est que vous n'êtes pas dans votre match. Vous ne pouvez pas être performant mentalement. Et moi, mon job, c'est d'aider ces gens-là à clarifier. C'est ce qu'on va faire aussi avec les quelques images qui vont suivre. Mais avant de vous proposer un petit voyage un peu métaphorique, je vous ai parlé d'un événement qui nous attend. C'est les Jeux Olympiques et c'est là où on va avoir besoin de sportifs français qui vont pouvoir répondre présent quand ils sont attendus, mais pas que sur un match, une course tout au long de leur compétition. Donc cet événement-là, on l'attend depuis un bon moment. Or, le statut veut que maintenant, l'État, le ministère, l'Agence nationale du sport, le Comité olympique français, qui investit beaucoup d'argent dans cet événement pour aider aussi les sportifs à ramener des médailles, parce que c'est quand même ça qui intéresse beaucoup de monde. Combien de médailles on va ramener? Ils ont des attentes. Et le « on veut gagner » peut vite devenir « on doit gagner ». Moi, j'ai toujours pensé que gagner ne doit pas être une obligation. Pour moi, c'est avant tout une responsabilité. Prendre mes responsabilités le jour J, ça n'a pas de prix. Or, souvent, on est un peu écrasé par le regard des autres, la peur d'être jugé. Et finalement, personne n'a envie d'avoir une dette sur les épaules. Je dois, il faut. Le but, c'est de dire, on fait et on fera les comptes à la fin. Là, on a une chance de gagner. Donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose qu'on partage avec beaucoup de sportifs qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Donc, vous aurez exactement le même traitement, le même outil, qui n'est pas grand-chose, mais la personne qui l'a créé, François Ducasse, qui est l'auteur principal de Champion dans la tête, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui était très créatif. Il nous a quittés malheureusement, c'est aussi pour lui rendre hommage. Mais venez avec moi. Ne soyez pas découragés si tout de suite vous ne voyez pas grand-chose. On va zoomer sur 3 parties sur cette carte-là, qui s'appelle la carte du mental. Est-ce que la carte mentale est applicable aux équipes en entreprise? Est-ce qu'elle est applicable individuellement aux chefs d'entreprise? Applicable à tout le monde? Applicable à n'importe quelle personne qui a un projet et qui veut aller au bout de ce projet-là. Donc cette carte, oui, elle est, prenez des photos, n'hésitez pas, mais on peut la retrouver, je pense, aussi sur Internet. Elle est dépliable dans le livre. Alors, ça ressemble un peu à Pirates des Caraïbes, vu comme ça, de loin. On démarre où? Au-dessus, à droite, en gauche, en dessous? Alors, c'est ça le... c'est là. Non, pour montrer sur la carte. Je m'imagine. Ah, voilà, d'accord. Alors, nous, on va commencer par là, mais comme je vous ai dit, on va zoomer. Je vais me tourner pour être plus près. On va visiter 3 pays. 1, le pays du rêve. 2, la vallée du plan. Et 3, la terre de création, avant d'arriver ici à la montagne de l'accomplissement. Et la première chose, pour répondre à la question, on commence par où? On commence par vous, par votre désir, pas le désir des autres, pas le désir de l'entraîneur, pas le désir d'un père ou d'une autre personne. Qu'est-ce que je veux? On l'a vu avec Stanette, répondre à son pourquoi, ça n'a pas de prix. Mais n'importe quel jeune aujourd'hui, il peut dire « je veux être champion », ça ne coûte rien. Ce qui nous intéresse, c'est un peu plus ce qu'on a dans le ventre. On parle beaucoup de résilience. D'ailleurs, il y a quelques années, avec Boris Cyrulnik, on a écrit un livre sur sport et résilience, où on abordait toutes ces questions, aussi du pourquoi. Et si on se balade un peu dans ce pays du rêve, c'est ça le thème. Est-ce qu'on a encore des rêves aujourd'hui? On rêve de quoi? Et très vite, on va tomber sur ce village, Talent sur Chance, parce qu'au départ,
On a tous un talent. Dans le sport, ça peut être une bonne explosivité, une bonne lecture du jeu, une bonne coordination œil-main. Et souvent, on nous dit, avec le talent que tu as, tu peux aller très loin. Je l'ai vu ça chez les joueurs de tennis, on associe ça souvent à un chiffre. Ouais, tu peux être top 100, mais qui va nous dire comment y arriver? C'est aussi pour ça qu'on a créé cette carte, pour identifier les embûches, les obstacles. Malheureusement, je vais parler un peu de tennis, j'en connais beaucoup de sportifs et des joueurs de tennis qui, quand ils ont atteint déjà un certain niveau, ils vont se reposer sur cette plage insouciance, ils vont prendre un bain dans le golfe du confort, écouter les sirènes du trop content de soi. Bon, on est tous passés par là. Il y a un moment où on s'autosatisfait, on est content, mais la vie, c'est pas ça, parce que si on reste là, il ne se passera pas grand-chose. J'ai presque envie d'aller de l'autre côté. Ici, vous voyez l'îlot du mauvais élève? Oui, c'est une qualité avant tout, de ne pas être conformiste, de s'autoriser à faire son truc, à transgresser par moment certaines règles. Il y a une éthique de la transgression, sinon Dick Fosbury n'aurait jamais sauté en commençant par l'épaule, en sautant en hauteur. Dans chaque sport, il y a des mauvais élèves, mais c'est des gens quand même qui créent autre chose. Ce n'est pas juste des gens qui sont des rebelles, ça peut aller de Eric Cantona en passant par Marie-Josée Pérec, et vous en avez sûrement d'autres idées en tête. C'est des gens qui marquent aussi, qui laissent une trace. Ce n'est pas l'élève qui est au fond de la classe endormi. C'est quelqu'un qui veut exister autrement. Et on a besoin de ces gens-là dans le sport, en entreprise, parce qu'ils créent autre chose, ils changent d'angle et ils nous permettent d'avancer autrement. Vous voyez le sous-titre, le rêve c'est bien, mais quel est ton plan? Ce qui nous amène à la suite. Ce qui signifie, si je fais le lien avec ce que disait Édouard Philippe il y a un instant, il y a évidemment une flamme intérieure chez l'entrepreneur, il y a un monde invisible, c'est son why, c'est son pourquoi, c'est avec cela qu'il démarre, mais ensuite il lui faut une vision. S'il n'y a pas une vision de ce qu'il veut absolument transformer dans ce monde qui vient, autant s'asseoir. C'est ça l'idée ? Oui, il y a des gens qui savent travailler, qui savent repousser leurs limites, mais qui n'ont pas spécialement une vision. À ce moment-là, on a besoin de quelqu'un qui nous l'amène. Parfois, c'est des gens complémentaires qui font équipe, un duo. Parfois, c'est dans une équipe. Mais la vision, ça fait poser une question. Dans une carrière sportive, par exemple, c'est qui le chef de projet? C'est qui le chef d'orchestre? La personne qui connaît bien le milieu, qui a une vision, qui sait comment ça marche et qui peut amener quelqu'un de A à B, de B à C. Parfois, ça peut être le sportif, mais il n'a pas toujours cette maturité. Parfois, ça peut être un parent qui sait gérer un projet tout en restant à sa place. Attention, pas donné à tout le monde. Et souvent, c'est l'entraîneur. Mais dans le sport, cette question se pose. Et un jour, quand on arrête sa carrière, là aussi, on va chercher quelqu'un qui va nous aider à nous structurer, mais ça ne peut plus être l'entraîneur. Il faut aller voir ailleurs. Acte 2, le plan ? Allons-y. Voilà le sous-titre. Tu as un rêve, mais quel est ton plan? Vous voyez, parfois, j'entends des sportifs la veille d'une grande compétition qui me disent « Ah, j'espère que ça va bien se passer ». Et là, je me dis « Oh là là, là on joue à la roulette russe ». Quelqu'un qui espère, ça veut dire qu'il n'a pas de plan. Et le plan, la discipline, c'est ça qui va amener un maximum de liberté. Pourquoi? Parce que sur cette vallée du plan, vous voyez déjà, il faut traverser cette muraille. Oui, c'est une aventure parce qu'on ne connaît pas le résultat en amont. Ensuite, je ne vais pas commenter tous les symboles, hein. On se frotte à l'arbre de la difficulté, être très clair sur les mots dans un milieu où on est encore dans « fais-toi plaisir, concentre-toi », ça ne marche pas avec tout le monde, évidemment. Moi, je me rappelais un match, pour ceux qui se rappellent, en plein match, il avait un très bon entraîneur. Son coach continuait évidemment à le soutenir, à l'encourager, allez. Et à un moment donné, il s'arrête, il se retourne et il demande à son coach, allez où?
Sous-entendu, ce que tu me dis ne me parle plus. Fais évoluer ton langage parce que moi j'évolue aussi. Et on l'a vu aussi avec pas mal d'autres couples entraîneurs-entraînés. Il y a un moment donné où l'athlète, il gagne en maturité, il sait mieux ce qui est bon pour lui. On ne peut plus l'infantiliser. Il faut aussi évoluer dans son langage et dans sa manière de le traiter. L'intensité, évidemment, je vais penser à Rafa Nadal. J'ai assisté à pas mal de ses entraînements. Le mec, il tape plus fort à l'entraînement qu'au match. Mais son entraînement, c'est pas bon, allez, j'y vais et on commence. Je l'observe, 5-10 minutes avant, il y a une vraie mise en condition où il se rappelle de ce qu'il a à faire, l'objectif de la séance, et il est capable de mettre un maximum d'intensité dès le début, là où d'autres commencent doucement pour se mettre dedans. Ça n'a pas de prix dans l'endurance mentale, l'intensité. Bon, bref. Alors, c'est vrai aussi qu'ici, dans ce village, on peut gâcher son talent parce que le doué, à un moment donné, à force d'avoir entendu « regarde ton talent », et s'il n'y a personne qui le prend par la main pour lui dire par où passer, il va être dépassé par le besogneux qui a su se lever plus tôt, qui a su travailler plus intelligemment, qui avait plus de discipline. Or, ici, talent sur recherche, c'est ça. On aurait pu l'appeler la vallée de la recherche. Comme dans un laboratoire, on cherche. Qu'est-ce qui me rend performant? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez répondre à cette question un lundi matin, quand vous êtes fatigué, quand il fait mauvais et quand il y a des réunions difficiles, qu'est-ce qui va me rendre performant dans cette journée? En gros, je suis en train de vous dire que dans cette vallée du plan, on prépare, c'est l'entraînement pour l'athlète, c'est un moment de préparation, mais si déjà ici, je ne suis pas performant, comment je peux l'être en compétition? Et je me rappelle d'un grand entraîneur d'athlétisme, Fernand Hurtebise, il disait à son groupe d'entraînement, où il y avait Stéphane Diagana et d'autres à l'époque, il leur demandait, ne venez pas à l'entraînement, venez vous entraîner. Vous voyez la nuance? J'arrive les mains dans les poches, qu'est-ce qu'on me propose? Ok, je vais le faire. Ce n'est pas ça le très haut niveau. Venez s'entraîner, c'est se préparer, à donner du sens à ce que je fais, à souffrir, à repousser mes limites, à me dépasser. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc cette vallée du plan, c'est la base, j'ai envie de dire. C'est pour ça que géographiquement, c'est la plus vaste. Oui, la vue du long terme. Parfois, on sort de 2 défaites consécutives. Au lieu de tout remettre en question, il faut lever la tête, il faut parler avec son entourage. Et parfois, il faut aussi avoir des règles de vie. Moi, je me rappelle, et là je peux en parler, parce que dans le milieu c'est connu, Roger Federer, pas besoin de le présenter, il avait mis en place sa règle de 24 heures. 24 heures, ça veut dire quoi? Après une défaite, pendant 24 heures, je ne prends aucune décision importante. Là où d'autres vont réagir à chaud, toi tu es viré, je ne joue plus jamais ici, après c'est difficile de revenir en arrière. Lui, il prenait le temps, et comme c'est quelqu'un qui écoutait, pas le dernier qui a parlé, il avait autour de lui une garde rapprochée de 2, 3, 4 personnes qui étaient compétentes, avec qui on pouvait aller à la guerre, donc des gens de confiance, et si besoin, il les consultait. Mais moi, je ne sais pas vous, parfois je reçois un email, et ce n'est pas du tout pareil si je réponds tout de suite ou le lendemain. Surtout les mails qu'on connaît, contrariants, et qui nous excitent, qui nous font monter dans les tours. Donc voilà, c'est là aussi qu'on travaille sur qu'est-ce qu'on met en place pour être performant. Bon, je pense qu'on peut avancer, non? Troisième point. Pas que ça à faire. Troisième partie de la carte. Et alors, cette carte-là, elle va nous amener à la partie qui m'intéresse moi en tant que psychologue le plus, ce maire du conflit intérieur. Pourquoi? Parce que être sur scène, faire une finale de Jeux Olympiques, faire son premier Olympia, c'est un moment où il y a un enjeu.
et où souvent on peut être tiraillé, et parce que l'être humain, il n'est pas fait d'un bloc. Vous pouvez avoir envie de bien faire et en même temps avoir peur de décevoir. C'est la même personne. C'est un peu comme dans les films où il y a un diable et un ange qui sortent de la tête. Donc en psychologie, on appelle ça un conflit intérieur. Mais il peut aussi exister parce qu'on se retrouve entre deux. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui a déjà connu ça, être entre deux avis médicaux, entre deux personnes, prenez un cas très classique dans le sport. Tu peux avoir le meilleur entraîneur du monde, d'une part, et d'autre part, tu rentres le soir et ton père se prend pour l'entraîneur. Alors là, qu'est-ce que tu fais quand tu as 15 ans, quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans? Est-ce que tu es capable de dire « Papa, je t'adore, mais j'ai un entraîneur » ? Ou est-ce que tu vas ne rien dire, parce que ce n'est pas évident, et subir la loi des autres? Et quand on reste seul, quand on n'arrive pas à dire les choses, à évacuer, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est notre corps qui parle pour nous, qui nous dit stop, allez, on va organiser une petite blessure, et comme ça, tu as le temps de réfléchir. Moi, je me rappelle à l'Opéra de Paris, il y avait une danseuse étoile, c'était il y a très longtemps. En 2 ans, elle s'est fait 6 fois le même mollet et on ne voyait rien sur les IRM. Jusqu'au jour où elle a pu enfin dire ce qui l'a contrarié à l'époque, sans entrer dans les détails, mais il y a déjà cette première étape de prise de conscience. Je suis entre deux, je suis coincé, je n'arrive pas à avancer. Et après, il faut évidemment agir pour se positionner, pour accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, pour savoir dire non. Et ça, c'est des compétences finalement. Avant, on disait il est fort, il est faible mentalement. Aujourd'hui, on parle de compétences qu'on peut développer. Et évidemment, il y en a plein dont on parlera si on a le temps. Mais il y a aussi un atelier en début d'après-midi, si vous voulez un peu plus loin, où on sera un peu plus en petit comité pour avancer là-dessus. Bon, alors, la création, c'est un acte, on l'a dit. La performance, elle est unique. Et qu'est-ce qui se passe sur ce passage-là? Alors, soit je choisis d'affronter mes démons, la peur de décevoir, la peur de mal faire, la dette envers d'autres personnes, soit je cherche la facilité, mais attention, les marécages du raccourci ne sont pas très loin. En tout cas, c'est ici que ça se passe, où il faut lâcher. Mais lâcher quoi? Quand on dit à quelqu'un « lâche-toi », lâche le poids que tu as sur les épaules, lâche ce qui te pèse. Encore faut-il l'identifier pour justement affronter le dragon du stress et arriver ici, le Graal de la confiance, pour, si possible, s'envoler. Je finirai juste sur cette partie-là, l'état de grâce, le flow, comme on dit en anglais. Ça arrive quand ça arrive. On ne peut pas claquer dans le doigt en dire « maintenant, je vais être dans mon niveau optimal ». Si un jour vous croisez un coach mental qui vous dit « je vais vous amener dans l'état de grâce », il faut vite tourner le dos parce que, vous le savez, ceux qui ont fait du sport, ça arrive 2, 3, 4 fois dans l'année, ça ne dure pas longtemps et quand on y est, on y prend conscience, c'est déjà fini. Donc, oui, profitons-en quand c'est le cas, mais moi je suis plus un fan du bien mal joué. Un mauvais jour, accepter que je ne suis pas au top, ne pas me comparer à mon meilleur niveau, en attendant bien faire les choses simples, bon, et après ça va déjà mieux. Et ça, je pense que n'importe quelle personne peut l'appliquer. On va bientôt conclure, parce qu'on voulait juste changer d'univers, utiliser cette métaphore de la carte. Dernière chose, on pourrait continuer, hein, et moi, je suis où sur cette carte? Et nous, notre entreprise, elle est où actuellement? Là, on n'aura pas le temps, mais ça se prête à un jeu finalement. Et chaque fois quand on affiche cette carte dans des lieux de passage, les gens, ils s'arrêtent, disent « Tiens, t'es où ?» On peut être à plusieurs endroits, évidemment. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin, voilà, François Ducasse a écrit ce livre, Midi 35, il y a une dédicace avec Théo Quirin au même moment. N'hésitez pas à nous rencontrer là-bas. En attendant, je vous remercie de votre attention et je viens là.
Merci beaucoup, Makis. J'ai une question. Ça, c'est la carte de la performance mentale, nous sommes d'accord. Il y a d'autres performances, par exemple chez un sportif, la performance physique, la performance de l'équipe, si on est plusieurs. Pour l'entreprise, précisément, la performance des équipes. Quelle est la prédominance ou la part de la performance mentale sur le résultat? Je connais cette question, mais je ne suis pas un grand fan des pourcentages. Moi, je dirais plus soignons notre intelligence émotionnelle, répondons à la question « Qu'est-ce qui me rend performant ?» Allons interroger des gens qui sont spécialistes et qui vont voir que mon sommeil fait que je récupère moins bien. Et chaque fois quand on cherche, on trouve une dernière chose, Coupe du monde de rugby. Fabien Galtier, avec qui on a créé un atelier exclusivement destiné aux entraîneurs pour qu'ils puissent s'enrichir mutuellement, il a mis en place aussi quelque chose qui apporte la performance, de la récupération émotionnelle après les matchs. Oui, ce n'est pas que le physique ou le massage, les bains glacés, c'est évacuer la frustration d'un remplaçant ou de quelqu'un qui a fait une bourde. Et parfois, si on garde les choses pour soi, on va ruminer, on va se coucher à 4-5 heures du matin. Peut-être si on arrive à l'évacuer, à mettre des mots là-dessus, ça sera déjà mieux, y compris pour rebondir plus vite possible. Donc, quand on cherche, on trouve, mais donner un pourcentage, j'aurais du mal. Makis Chamalidis, merci beaucoup, Makis. Je récupère tout. Merci beaucoup.